Salah Daouz, bonjour. Bonjour. Salam. Salam. Donc, Guillaume, aujourd'hui, on a décidé donc, de faire ensemble donc, une interview pour que vous puissiez, pour que notre public puisse vous connaître ou notre public là qui vous connaît déjà puisse mieux vous connaître. D'accord? Enfin, mieux te connaître, puisque nous, on avait décidé de se tutoyer. Oui, oui. Et tout. Donc, je te laisse te présenter à nous. Donc, قلنا شكون انت؟ شكون Maître Salah Daouz? Alors, Maître Salah Daouz, أنا محامي, je suis avocat donc depuis plus de 10 ans. خدمت في الجزائر, j'ai travaillé en Algérie. Je suis connu en Algérie pour être parmi les avocats اللي يدافعوا على حقوق الإنسان, qui s'intéressent aux droits de l'homme. J'ai traité plusieurs dossiers qui intéressent l'opinion, qui ont intéressé l'opinion. مثلا عدة ملفات منهم مثلا قضية سليمان بوحفص, قضية تواتي مرزوق. سليمان بوحفص اللي كان policier, il était policier qui après était victime d'un acte terroriste. Et puis après, il a changé de religion, il est devenu chrétien, et donc il a été incarcéré parce qu'il est devenu chrétien, donc je l'ai défendu. Slimane Bouhafez, justement, qui est un zamil taï, parce que j'ai fait Aoukas, il a habité à Aoukas quelques années, et c'est là qu'on s'est connus. Voilà. Donc, Voilà, ouais. Donc il a passé des moments très très difficiles. J'ai eu l'honneur de le défendre. J'ai défendu aussi Touati Merzouk, accusé d'avoir commis des actes de trahison parce qu'il a posé des questions à un responsable israélien. Les Ahmadis, surtout les Ahmadis, j'ai beaucoup défendu les Ahmadis parce que c'est un rite islamique, madhab islami, mais tous les rites les موجودين المذاهب الأخرى, ils considèrent les Ahmadis comme kuffar. Donc ils sont attaqués partout à part les pays occidentaux où ils sont considérés comme les meilleurs musulmans. Le paradoxe. Moi, j'ai dit une fois que j'ai compris pourquoi les Occidentaux disent, quand on parle c'est pas tous les musulmans qui sont terroristes, et j'ai compris pourquoi ils disent ça, parce que justement, il y a les Ahmadis. Autrement, il y aurait peu de chances de dire ça. Donc, parce que même في الخطاب, même c'est-à-dire même dans le discours, même si on n'est pas violent par l'action, dans le discours, la plupart ils sont violents. Donc, la plupart, je dis. Hein. J'ai défendu Kamel Din Fkhar et tous les détenus d'Unza. J'ai défendu des avocats à Oran qui avaient des problèmes avec le barreau d'Oran, donc ils n'avaient pas le droit à un avocat. Et donc j'étais le seul qui a accepté de les défendre et qui les a défendus. J'ai eu beaucoup de difficultés pour faire mon travail là-bas à Oran. Et plusieurs autres dossiers moins connus, mais qui restent des dossiers essentiellement de droits humains. C'est parce qu'il n'y a pas assez de projecteurs. Il y a des gens marmillés à droite, à gauche, qu'on a essayé d'aider comme ça, bénévolement, etc. Donc voilà. J'ai présidé la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme de décembre 2013 jusqu'à mai 2018. Donc, Taïchik, ça serait bien de nous la présenter un petit peu, cette ligue. Donc, c'est la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Okay. Donc, quelle est sa mission? Voilà, ça serait bien. Alors, il faut savoir que la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, ADDH, a été créée en 1985. D'accord. Et elle a déposé son dossier pour être agréée en 1989. Elle a obtenu son agrément
du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Boubacar Belkaïd, lui-même assassiné après. Donc, et puis, elle était toujours sur le terrain, des gens très, des avocats surtout. Elle a toujours été présidée par un avocat de renommée. Il y avait Ali Abdelnour, il y a eu Zawan, il y a eu Bouchachi, il y a eu Ben Saad, il y a eu moi-même, et puis voilà. La plupart des militants de la Ligue des droits de l'homme, c'est des gens qui sont toujours persécutés par le régime. Puis le régime essaye toujours de ne pas de revenir sur le fait qu'il ait reconnu cette ligue. Il lui fait énormément de problèmes. Et bien sûr, il essaie de la loyauté, il essaie de lui envoyer des éléments pour comme d'habitude, faire des problèmes à l'intérieur de la ligue. En tout cas, ça moi. Fait donc, si j'ai bien compris, système staff, donc elle est reconnue. Bah oui, je te dis, en 1989, elle a été agréée. L'agrément de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme est publié dans le journal officiel numéro 45 de 1989. Je crois que c'est le mois de juillet, je n'ai pas la date. Donc le numéro de l'agrément, je pense même qu'il porte le numéro 632 et qui date du mois de juillet 89, si ma mémoire est bonne, et c'est le journal officiel numéro 45. Et bien sûr, il y a eu, depuis 89, il y a eu beaucoup de mouvements à l'intérieur de la Ligue par le fait que, d'abord, les militants, ils essaient d'être sincères et de faire respecter les principes de la transparence, de la démocratie, tous ces principes qu'ils militent. Et d'un autre côté, il y a des éléments qui sont soit influencés par le pouvoir, soit en mission, chargés de mission à l'intérieur de la Ligue, qui sont là pour faire compliquer la situation. Et donc, ça crée des tensions, mais ça n'a pas empêché des militants sincères de faire leur travail et de continuer à faire leur travail au sein de la Ligue, quelle que soit la situation de la Ligue. Et si j'ai bien compris, tout en militantisme, tout en travail, d'accord, le fait que tu sois, et ça se voit, un homme de principe, un homme qu'on ne peut pas acheter, on a voulu te le faire payer. Hein, on t'entend de. Voilà, ils ont tenté Bon, ça, c'est, chauffe, ça vient dans un contexte très particulier. D'accord. Alors, c'est quoi le contexte? C'est que le pouvoir en Algérie, il est ce qu'il est. Tout le monde sait c'est quoi le pouvoir en Algérie, c'est un pouvoir militaire, c'est les services de renseignement qui gèrent tout et il instrumentalise la police, les services de sécurité d'une façon générale, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, les renseignements, il instrumentalise tout ça pour qu'il essaie de contrôler la société et de l'orienter dans la direction qu'il a choisie lui, pas selon selon ce que contient cette société pas selon ce que contient cette société comme valeur. Mais à Gherdaya, c'est encore pire. C'est-à-dire, c'est pire que ça. C'est-à-dire, c'est ça et pire. Pourquoi? Parce que le pouvoir voudrait bien faire changer Gherdaya et d'autres régions, bien sûr. Mais Gherdaya, pourquoi Gherdaya? Parce que c'est une petite minorité. La spécificité de Gherdaya, du Mzab, c'est que c'est un groupe qui est différent du reste des Algériens, pas seulement sur le plan culturel, la langue, Tamazight, mais aussi sur l'aspect religieux qui est le rite qui n'est pas comme le rite de la plupart des Algériens, c'est un rite ibadite, alors que la majorité des Algériens, ils sont malikites.
Même les amazigophones, ils sont malikites. Et c'est un petit groupe que le pouvoir algérien pense pouvoir diluer vite dans le grand projet du citoyen algérien qu'il a imaginé en 1962, qui est un citoyen exclusivement arabophone et malikite, musulman de rite malikite. Donc, comme rêvé par Napoléon. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à défendre Kamel Din Frère et tout le groupe des militants, parce qu'il n'y a pas que Kamel Din Frère, il y avait au moins 160 détenus d'opinion à Tagerdeit. Donc, quand j'ai commencé à les défendre et à porter la question même devant l'ONU, et moi-même étant originaire de la région, ben, le pouvoir n'a pas accepté ça. Et c'est les services de sécurité de Tagerdeit et la justice de Tagerdeit qui se sont occupés d'essayer de me casser. C'est-à-dire, je n'ai jamais été inquiété directement par les services de police d'Alger ou d'Oran ou de Constantine ou de Bjaïa ou de Tizi Ouzou, là où j'ai travaillé, mais sauf 2 fois, j'étais embarqué à l'occasion de défendre les Ahmadis. J'étais embarqué dans un hôtel à Batna la veille de ma plaidoirie pour le compte des Ahmadis et j'étais embarqué dans un hôtel à Ouergla la veille de ma plaidoirie pour le compte des Ahmadis. À part ces deux situations-là, et j'étais libéré après quelques heures, c'est toujours à Tagerdeit, à Gherdaya, où j'ai eu des problèmes. Daimen fi Gherdaya. Maître, mais c'est juste parce que nous, on a un public, peut-être marocain, nord-africain en général, كاينين بزاف ساكنين في فرنسا et ailleurs. Il y en a même au Québec, c'est-à-dire ما يعرفوش مليح بالك الجزائر et tout. Donc, ça serait bien de les aider. C'est de présenter qui sont les Mozabites. Donc, les Mozabites, c'est un peuple amazigh qui habite, on va dire, qui est installé aux portes de Bab Sahara, aux portes du Sahara. Oui. Alors, le Mzab, il y a une région, le Mzab. Le Mzab, c'est une région qui se trouve à la capitale du Mzab, c'est Tagerdeit. On appelle ça Gherdaya, plus connu en arabe Gherdaya. En Tamazight, c'est Tagerdeit. Qui se trouve à 600 km au sud d'Alger. Et Tagerdeit, c'est la capitale du Mzab, de toute la région du Mzab, formée par 7 cités millénaires. Toutes les cités, elles sont très anciennes. Les plus connues, qui sont Tagerdeit, Tajnint, L'Atf, Benizgen, Atizgen, Bounoura, Atbounour, Mlika, Atmlichet, Bergan, Barrian, et Graren, L'Grar. Et les Mozabites, ils sont combien? 2 millions à peu près? 1 million? Non, ils ne sont pas en millions, ils sont en quelques milliers. C'est-à-dire, c'est, je crois, entre 300 et 600 000. Il y a que 300 et 600 000 Mozabites. D'accord. C'est pour ça que le pouvoir ne perd pas espoir de les faire diluer dans une majorité qu'il considère de population, de citoyens. Alors, donc, depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, il y a tout un programme par le pouvoir algérien, d'abord de peupler le Mzab par des apports de population des alentours qui ne sont pas amazigophones, donc de rendre cette région arabophone par un peuplement, et il utilise des techniques, pour ne pas aller dans beaucoup de détails. Parmi ces techniques, c'est de ne pas donner la fonction publique, c'est de réserver la fonction publique, يعني يخلي الوظيفة العمومي فقط للناس اللي يجوا مش اللي ماشي بني مزاب، يعني ولو يسكنوا تم المهم ما يكونش مزابي. دونك عندك à peine 3% des gens qui font la fonction publique في غردايا qui sont mozabites. Et même les 3% هادو, moi j'ai des dossiers de racisme, ils sont chassés, ils sont mal notés, ils progressent pas facilement.
et sur base raciale. Mais ce que je n'ai pas compris, est-ce que les gens qui pratiquent le racisme, est-ce qu'ils n'ont pas compris ce que les haram? C'est du satanisme. Le racisme, c'est du satanisme. Tu parles selon tes valeurs, هم عندهم d'autres valeurs. هذا برنامج دولة. Ça, c'est un programme d'État. C'est pas une question de, c'est un programme d'État هذا. والدولة في 62 قررت, elle a décidé que le citoyen algérien est un citoyen exclusivement arabophone et musulman de rite malikite. Sauf Ali Ahmadi, c'est quoi les Ahmadi? C'est pas des Mouzabites. Mais les Ahmadi, parce que c'est un rite qui n'est pas malikite, دخلوهم الحبس. Si ce n'était pas les Américains, et là je sais de quoi je parle, c'est les Américains, c'est l'administration américaine qui a fait un avertissement aux Algériens, قالوا لهم il ne faut pas toucher aux Ahmadi. باش خرجوهم من الحبس. Mais n'empêche qu'ils sont toujours sous pression en Algérie. Si tu es Ahmadi, tu n'as pas le droit, ils sont surveillés. ما عندكش الحق تصلي même في الجراج تاعك. Ils font la prière dans des garages تاعهم. Ils يرفدوهم. Voilà, c'est comme les chrétiens, mais les Ahmadis, c'est... Donc, tu n'as pas le droit, c'est pour dire que tu n'as pas le droit d'être différent du modèle décidé par le groupe qui a conçu l'État algérien qui fonctionne jusqu'à maintenant. Depuis 62, qui a trahi des vrais moujahidines, les vrais chouhadas. Maître, il y a aussi, apparemment, normalement, il y a les soufis. Moi, on m'avait dit aussi que les soufis étaient victimes aussi. Victimes de persécution. Non, les soufis, je ne pense pas. Avec Bouteflika, il a favorisé ces courants traditionnels, surtout de ceux qui viennent de l'Ouest. D'accord. Zoui, les soufis, tout ça, ils ont constitué une base sociale, l'une des bases sociales pour le régime Bouteflika. Donc, c'était fait pour ces tactiques et stratégiques. Le pouvoir, d'après moi, ça c'est des analyses, c'était pour un peu freiner les intégristes. Parce qu'il y a le mouvement des frères musulmans qui commençait à prendre de l'ampleur. Il fallait un petit peu le freiner. Donc, ils ont favorisé un petit peu le soufisme, les zawaya et tout ça. C'est le contraire qu'ils avaient fait dans les années 70. Les années 70, les Zawaya étaient vraiment constitués des forces d'inertie énormes qui empêchaient le développement de la société. Ils les ont cassés par justement l'intégrisme, par le mouvement des frères musulmans. Les traditions, bon, maintenant, ce mouvement des frères musulmans et de l'intégrisme d'une façon générale qui commençait à prendre de l'ampleur, il fallait le freiner et ils ont fait le choix de le freiner d'après moi, d'après mon analyse, de le freiner par le mouvement des Zawiyas et du soufisme qu'ils ont essayé de favoriser, surtout pendant la période de Bouteflika. Et Tebboune est l'un des adeptes de ces mouvements de Zwi, attention. Hein. D'accord. Donc, il va reprendre la politique de... il va continuer, c'est la continuation du programme de Bouteflika. Voilà. D'accord, ok. Donc, en exil, c'est un exil. خيرت نروح للمنفى parce que il faut savoir que c'était le 9 septembre que j'ai subi une agression à Tagerdaya. Ce jour-là, j'ai vu le procureur pour aider Madame Frara, elle était avec moi pour récupérer les affaires de son mari. Il nous a envoyés en prison pour chercher les affaires qui étaient là-bas. On est allé en prison pour récupérer ces affaires-là. Le soir, je voulais rendre visite. C'était vers le coup de 8h30 du soir, à 20h30 à 21h, à Ouf Brahim, chez lui, le co-détenu de Frara, qui venait d'être libéré. Donc, c'était en essayant de me rendre chez lui
que deux personnes m'ont attaqué à l'arme blanche. Et heureusement qu'il y avait des jeunes qui sont arrivés de l'autre côté, qui chefou avec les jeunes ou harbo. Donc j'ai reçu des coups comme ça. Ils ont essayé de m'attaquer par le ventre et par la poitrine. Je me suis comme ça protégé par mes bras. J'étais blessé dans les deux bras, un petit peu au ventre. Et donc, j'ai reçu un coup ici, taht fi l'ard, et ils ont pris la fuite. Mais avant ça, le 27 juin, j'étais menacé devant le tribunal de Radaya par quelqu'un qui m'a menacé de liquidation. Que je connais pas, une personne que je connais pas. Et le même jour, parce que j'étais soumis à un contrôle judiciaire, 3 fois par semaine, je devais me déplacer d'Alger à Taradeit. Et il faut que je sois présent à Taradeit 3 fois par semaine pour signer. Et je voulais pas rester sur place. Je tenais à rester à Alger. D'abord, j'étais dans le Hirak et puis j'avais mon travail, etc. Donc, je faisais le déplacement aller-retour. Et en signant le 27 juin, à la sortie du tribunal, quelque chose comme 40-50 mètres plus loin, quelqu'un qui m'interpelle et qui me dit que Nan ça fait le Khsabek, etc. Donc, je suis revenu tout de suite après le tribunal. J'ai déposé plainte chez le procureur et je lui ai dit, vous pouvez l'identifier parce qu'il y a au moins 3 caméras. J'ai vu, moi, l'endroit, qu'il y a une banque, qu'il y a le tribunal, qu'il y a la poste, qu'il y a la gendarmerie. Au moins, il y a au moins 3 caméras qui fonctionnent parmi ces 4 institutions. Et vous devez le prendre en caméra, vous pouvez l'identifier. Et il y avait quelqu'un de témoin à côté de moi, et j'ai donné un nom qu'il avait évoqué. Peut-être Yaqrablo. Allez, tu parles de Flen, et on va te faire ton compte. Et puisqu'il a parlé de Flen, je lui ai demandé, c'est toi, Gali? Non, c'est pas moi. Ça doit être quelqu'un de proche. Alors, ils n'ont rien fait. On a les Darboni le 9 septembre, qui aurait été le 10 septembre, le lendemain. راحوا جبدوا لي لا بلانت قالوا لي ايه تي حقا لا بلانت هذيك en fait on n'a pas encore examiné جابوا لي واحد les vidéos تاع la rue qui se trouve de l'autre côté du tribunal. Mais vous êtes en train de vous êtes en train de comme تمسخروا ولا كيفاش. Moi je vous parle de la poste et vous me ramenez du côté du centre commercial Ousmoutra, de l'autre côté du tribunal. Ça, ils ont tout fait pour ne pas repérer la personne. Et donc, j'ai compris que moi, j'ai déclaré à un ami, on m'a assassiné, mais je ne suis pas mort. Le 9 septembre, je considère qu'on m'avait assassiné. Mais je n'étais pas mort. Donc, il fallait que je quitte le pays pour préserver ma vie. Parce que, le can kharj, le can yaoun fina donc. Il ne serait pas mort. Il aurait été utile. Vous imaginez, tu imagines, 57 ans, 58 ans. C'est là où on devient mûr et c'est là où on peut donner toute l'expérience de la vie. Il dit que la vie commence à 50 ans. Avant, c'est des expériences. Et nous, c'est justement là où il faut l'achever. Donc voilà comment je me suis retrouvé à l'exil. De toute façon, je suis convaincu d'une chose. Quelque chose, c'est que tous ceux qui ont été tués et tout, on va leur rendre justice. Il faut juste, être patient. Voilà. Moi, je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, tous ces gens-là, toutes ces crapules vont payer. Certainement. L'histoire ne fait jamais marche arrière. Ou l'histoire, c'est le juge, c'est l'histoire qui va juger tout le monde. Exactement. Je ne me pose pas de questions sur ça. Je pleurniche pas, non. Je fais mon devoir et c'est l'histoire qui va rendre les jugements. كل واحد التاريخ هو اللي يحاكمه هو اللي يعطيله التاريخ راح يبين كلش. D'accord. On fait notre devoir. Il essaie de faire son devoir, c'est tout. Tant que nous sommes sur Terre, on essaie de faire
ce qu'on a à faire, du mieux qu'on puisse le faire, c'est tout. Après, ben, l'histoire jugera. Donc, en même temps, tu es un militant, tu es une des figures du Hirak. وجه من وجوه الحراك. معروف بزاف. Je suis considéré comme l'une des figures du Hirak. Il faut savoir que moi, je faisais partie d'un mouvement qui s'appelle Mouatana. Oui, je سمعت به في واحد Alors, Mouatana, moi, je suis parmi les fondateurs de Mouatana. Mouatana a été fondé après avoir écrit une lettre. On était, je crois, 14 ou 10, 14 personnalités avoir signé une lettre qui demandait au mois de juillet, juin ou juillet, je ne me souviens plus la date exactement, à Bouteflika de ne pas se présenter aux élections présidentielles. C'était en 2018, non? 2018, oui. Donc, suite à cette lettre, il y a eu création de ce mouvement. Et on commençait à sortir. On a fait une sortie sur Alger, la place des Martyrs. On était même pas une quinzaine de personnes. Donc, dès qu'on sortait, il y avait la police qui arrivait tout de suite et qui nous embarquait. Il y avait Jilali Soufiane, Zoubida Assoul, il y avait dans le mouvement Mouatana avec nous, il y avait Amir Abouraoui, il y avait Badi, l'avocat Abdelghani Badi, il y avait Ali Benouari, il y avait Saad Bouakba, il y avait, je ne sais pas, enfin, on était très nombreux, alors nombreux par rapport à l'initiative de l'époque. On est en 2018, on était à l'été 2018, je crois. On a essayé de sortir في Constantine, غلقوا لنا هذيك لابريش هذيك بلي كاميون بوبيل والشرطه ما خلاوناش ميم با باش نخرجوا الجماعه كانوا في لوتيل. Et moi je suis arrivé, j'étais chez ma famille, je suis arrivé à l'hôtel, دخلت باش نتلاقى الجماعه ونخرجوا كيف قدام باش نروحوا قدام الاستاد بن عبد الملك رمضان. Il y avait la population qui nous attendait là-bas et ils nous ont empêchés même de sortir de l'hôtel. Donc, il y a une vidéo comme ça d'un petit speech que j'avais fait avec. Après, il y a eu Jilali Soufiane qui est intervenu, Zebida Assoul, etc. Donc, on a essayé de dire à l'époque, écoutez, je t'envoie après la vidéo si tu veux la voir. Ouais. De dire Rana fi Doula, t'as les voyous ou t'as le mukhaddirat, il faut sortir, il faut empêcher ça, il faut changer le régime, un changement radical. Ça, c'était au mois de août, juillet ou août, je crois, 2018. Après, on a essayé de sortir Fibjaya, ils nous ont empêchés. Et là, moi, j'étais tabassé par la police. Et au lieu de m'emmener à l'hôpital, ils m'ont emmené au commissariat. Ils me même menottaient comme ça les mains derrière le dos. Je suis resté comme ça dans le commissariat presque 1 heure. Et puis après, ils m'ont relâché. Et donc, puis après, on n'a plus eu la possibilité de se rencontrer pour sortir. On était tellement persécutés qu'on ne pouvait plus rien faire. Et voilà que le Hirak arrive. Et dès que la première sortie du mois de février, parce que juste avant février, il y a eu des sorties, fait Kharrata, fait Khenchla, fait Bourjouarir, un peu partout. Et le 22 février, c'était aussi à Alger, dans beaucoup de villes. Moi, j'étais là quand ça a commencé. Bien sûr que j'étais à la Grande Poste quand ils ont fait tomber le portrait géant de Bouteflika. On a essayé de monter l'hôtel Saint-Georges, presque نلحقوا المرادية à l'époque. وخرجونا بلي bombes lacrymogènes وضربونا, etc. Et j'ai fait 29 marches de vendredi, sans compter les marches de mardi, sans compter les marches improvisées comme ça, avant de quitter l'Algérie. Après, parce que c'était pas possible sur le plan personnel que je puisse continuer.
Effectivement, j'étais, et je pense que je suis considéré toujours parmi l'une des figures du Hirak, par le fait que moi, j'ai rien demandé, par le fait que dans les marches, on se trouve dans les premières rangées, et puis les gens qui viennent nous demander de nous exprimer, et puis nous, on est là pour dire aux gens de continuer et d'essayer de soutenir le mouvement par toutes les forces qu'on puisse. Voilà. Justement, maître, quand j'ai vu Wajdarou Khanchila, Chaouia, donc c'est Chaouia qui ont fait ça. Khanchila, c'est Chaouia, c'est les Chaouis. Bah, c'est là que je me suis dit, ah, après les Chaouis, ils ont décidé de remonter dans le train de la révolution, qui m'a le temps de la guerre d'Algérie, parce qu'ils ont beaucoup donné, les Chaouis, hein, ils ont beaucoup donné. Donc j'étais très content quand j'ai vu ça. C'est pour ça que je profite de cette interview pour vous dire, les Chaouia, bougez-vous. Voilà, on a besoin de vous. Voilà. Je pense que le Hirak باش ينجح et pour aller vers un changement radical لازم ننساو la révolution parce que se référer au passé c'est s'emprisonner dans les méthodes du passé, dans les idées du passé, etc. On est fier de la révolution. D'accord, il y a beaucoup de fautes commises pendant la révolution, mais cette révolution a au moins le mérite d'avoir chassé un régime colonial. Et peut-être c'est la seule révolution qui a chassé et complètement chassé un régime colonial complètement de l'Algérie. Mais il y a beaucoup de fautes pendant et après la révolution. Maintenant, il faut s'inscrire dans la logique des valeurs universelles. Il ne faut pas s'enfermer dans une certaine légitimité historique, qu'elle soit religieuse ou révolutionnaire, ou quelle que soit sa nature. Il faut s'inscrire, à mon avis, dans un système de valeurs universelles. Les libertés fondamentales et la démocratie, et le sens de la justice sociale et toutes les justices. Sans quoi, et ce sont ces valeurs-là, à défaut de ces valeurs-là, que le peuple s'est soulevé. Attention, الناس راهي خايفه يقول لك بالك الحراك دوك يرقد ما يقدرش يرقد. Il peut pas parce que ce régime n'a pas de solution à apporter aux Algériens. Et les Algériens, ils ne peuvent pas accepter ça. ما يقدروش, impossible. ما تقدرش نتايا tu as le besoin naturel تاعك, la liberté تاعك, tout le système de valeurs. تقدر تصبر عليه. انت tu peux te sacrifier. بصح ما تقدرش تقبل على وليدك. Tu vois, l'éducation, c'est du n'importe quoi. Même les responsables n'y croient pas. Même les responsables n'y croient plus. C'est quoi cette constitution qui dit que l'arabe, c'est la langue officielle, mais c'est la langue officielle de l'État. C'est la langue officielle, point. Mais c'est du n'importe quoi. C'est quoi langue officielle et langue officielle de l'État? C'est-à-dire c'est la langue favorisée. Et l'autre, Tamazight, ce n'est pas une langue qui doit être favorisée. Alors, personne ne peut accepter ça. Même s'il y a des gens qui font semblant d'accepter. C'est-à-dire qu'il y a qu'une naisse en Algérie maintenant, ils font semblant. Ils essayent de croire que ça peut apporter quelque chose. Ils se battent pour... mais à la fin, qui est malade? ويروح للهوبيتال يلقى روحه mal pris en charge. كي يروح لا جوستيس ويطيح مع واحد صحيح عليه, il a plus de moyens pour acheter des droits qu'il n'a pas, il comprendra que ça ne peut pas fonctionner. راك تشوف توفيق راه في الحبس, طرطاق هو في الحبس, سعيد بوتفليقه في الحبس, ويحيى في الحبس.
c'est-à-dire tu as des ex-ministres de la justice et des ex-premiers ministres, les chefs du gouvernement, qui sont en prison pour des affaires de corruption. Et tu as des ex-chefs de sécurité militaire qui sont en prison pour des affaires de corruption, pour des affaires de trahison. Alors, ça veut dire que ce système, le système, c'est eux la preuve. C'est eux les ou les ils ne sont pas moins corrompus qu'eux. C'est juste qu'ils sont plus puissants qu'eux. Donc maintenant, nous avons la preuve, ce n'est pas nous qui dénonçons, c'est eux qui sont en train de se dénoncer. Donc ce système, il ne peut pas durer, impossible. Donc maintenant, les Algériens, le Hirak, ce n'est pas seulement les marches. La marche, c'est un moyen d'expression. Et même si on n'est pas des génies, c'est, tu vois, c'est-à-dire c'est par la force des choses. En sachant que pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de vérité. الحراك هذا كاين فيه لا فيريتي، كاين فيه نقولوا بالتمازيغ تيدت، كاين الحق. C'est ça qui fait marcher le Hirak. Et le Hirak, c'est un état d'esprit. Moi, je l'ai toujours dit, le Hirak, ce n'est pas des actions, ce n'est pas seulement des actions. C'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est quoi? C'est la rupture totale. On n'y croit plus. Il n'y a plus de confiance بيننا وبين السلطة. ما كانش. وهاد السلطة maintenant تقدر تركريتي الناس، تقدر تجيب من الخارج. Elle va faire des situations diaboliques. Elle va faire, c'est quoi l'invention qu'elle a trouvée après la chute? Parce que qu'est-ce qui faisait vivre ce régime? C'est le pétrole. كان يبيع السلطة، كانت تبيع البترول والغاز وتدخل الملاير ويسرقوا نص هذوك الدراهم والنص الاخر يروحوا ما بين لا كوربسيون اي دي زيكيبمون مال في ويعطوا فراكات للناس هكذايا يسكتوهم et c'est tout. Mais la qualité de service, c'est une qualité qui est laissée à désirer. Maintenant que le prix du baril a chuté, et c'est une chute qui est لحقت مع la crise mondiale avec le coronavirus, l'économie mondiale s'est arrêtée. Ce qui fait que cette chute du prix du baril, ça, elle va durer dans le temps. Et bien, qu'est-ce qu'il trouve le régime comme solution de substitution? Il a trouvé une solution diabolique. C'est de vendre ce que je considère, moi, vendre le sang des soldats algériens pour compenser le déficit en pétrole. Qui ما يقدرش يبيع البترول, il décide de باش يبيع الدم تاع الجيش الجزائري. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, dans l'amendement de la Constitution, ils introduisent une disposition qui permet pour la première fois à l'État algérien de faire sortir l'armée algérienne en dehors des frontières pour des missions هما يكتبوا في la Constitution pour la paix ou pour السلم للمحافظة على السلم ولا للمساهمة في حفظ السلم. C'est-à-dire on va sortir l'armée باش نحافظوا على السلم فيما dans un endroit donné ولا باش نروحوا نجيبوا هذاك السلم باش تروح تجيب السلم. الحكومة الجزائر ce qu'elle veut faire c'est de se mettre au service de l'OTAN et des puissances coloniales. Donc il y a des puissances coloniales qui ont des influences à des zones tout entières. Ou pour avoir accès à ces zones, ils sont dans l'urgence, ils sont obligés d'aller avec leur armée. كيما الامريكان يروح للعراق ويروح لافغانستان سي بور وكيما فرنسا تروح لي بيي سب ساهاريان المالي le Niger etc. Et ils peuvent pas à long terme ما يقدروش يساكريفيو ولادهم.
Donc, ils ont besoin de sous-traiter avec des armées de la région pour leur compte. Alors, cette disposition, à mon sens, va permettre à l'armée algérienne de mener des guerres par procuration pour le compte de ces puissances-là. Chauffe, regarde ce qu'ils font avec, ça sera la même mission. Comment ils font la chasse aux migrants subsahariens en Algérie. Le sale boulot qui, pourtant, qu'il y a la mer méditerranéenne, même l'Algérie ou France. Les migrants subsahariens, ils traversent l'Algérie, ils essaient de gagner l'Europe. Le sale boulot est fait par les Algériens, le Croissant Rouge, avec la police, اللي يلحق فيهم في les villes ويرفدهم ويديرهم dans des bus ويعاود يرجعهم. C'est-à-dire, c'est une défense avancée qui se fait pour le compte des Européens. Une sous-traitance. C'est-à-dire, alors, ça sera la même mission. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'Iran aussi, quelque part, négocier ou d'obtenir le soutien à les puissances étrangères contre Chab al-Jazairi? Tout à fait. Un régime pour durer, il a besoin d'au moins, il a besoin de deux choses, mais au moins une des deux choses. Il a besoin d'une légitimité populaire et il a besoin d'une légitimité sur le plan international. C'est-à-dire, il a besoin que son peuple, d'abord et avant tout, qu'il le reconnaisse et qu'il représente ce peuple, qu'il émane de ce peuple. Et il a besoin qu'il soit, sur le plan international, qu'il soit reconnu. Sauf Israël, elle est reconnue par beaucoup de pays, mais parce qu'il y a 20 pays ou les 22 pays arabes qui ne reconnaissent pas Israël avec quelques autres pays, ça la gêne. Et Israël, ils font beaucoup d'efforts pour qu'ils aient une reconnaissance entière par tous les membres de la communauté internationale. Donc, un régime politique a besoin d'une légitimité locale, mais aussi d'une légitimité sur le plan international. Le régime algérien, à défaut d'une légitimité locale, il y a au moins une pseudo-légitimité sur le plan international. Et pour ça, il était très généreux avec l'argent du pétrole. Maintenant, il va être généreux avec des services qu'il peut rendre à des puissances coloniales pour préserver leurs acquis dans des zones, et ça risque de la zone de l'Afrique du Nord qui va être gérée par la même logique qu'est gérée la zone du Moyen-Orient. C'est-à-dire ça va être une zone où le dialogue sera par les armes. On va dialoguer par les armées. Si c'est vrai, vraiment, c'est leur objectif, haram alayhom. Oui, écoute, mon sentiment. Maintenant, pour le régime algérien, le seul moyen, c'est que des puissances coloniales le soutiennent. Et pour qu'il soit soutenu par ces puissances mondiales, ils mirqbel et dire des guerres par procuration. Nous avons un projet de guerre en Libye, l'Afrique subsaharienne, elle est toujours là, et il y a beaucoup de choses à faire, et ils ont besoin d'une armée. Ils peuvent donner des armes, ils peuvent donner de l'argent, ils peuvent faire gagner les Algériens pour dire que voilà, nous sommes fiers, on va avoir des chouhada, راح يجيبوا لنا ولادنا في السنادق ويديروا لنا عليهم الورد، يكبروا لنا عليهم الورد ويعطوهم des médailles لوالديهم etc. يقول لهم ils sont morts pour la patrie, mais on va faire des guerres par procuration. Et je pense que c'est le seul moyen que le régime a trouvé pour se protéger ou pour avoir cette pseudo-légitimité au niveau international, à défaut d'avoir une légitimité sur le plan local. Et ça, c'est très grave et c'est très dangereux. Et ça c'est parmi les raisons qui doivent faire que le Hirak ne doit pas s'arrêter. Il doit s'exprimer pas seulement des marches. Et moi, je suis parmi les gens qui disent que le Hirak est en train de s'exprimer et très très bien. Pourquoi? Il y a toujours des arrestations. Malgré qu'il n'y a plus de marche, il y a toujours des arrestations. Pourquoi il y a des arrestations?
parce que le Hirak s'exprime toujours. وكيفاش يدخلوا الناس هادو اللي راهم كل يوم راهم يدوا بربعه خمسه سته يدوا parce qu'ils s'expriment sur la toile et donc ça gêne énormément le pouvoir et يروح يجيبهم ويدخلهم الحبس. Donc le Hirak en fin de compte c'est un état d'esprit, il faut que وما نتقلقوش لازم نفهموا parce que le premier jour qui بدينا les marches il y a des gens qui pensaient que c'était une question de quelques semaines. Il y a des gens qui pensaient que c'était une question de Bouteflika part et que Yahya يدخلوه الحبس ولا يروح وخلاص فرات. Maintenant les gens commencent à comprendre. Maintenant les gens commencent à discuter à comprendre c'est quoi. كاين الناس اللي ما كانش ما على بالهمش باللي il y a une loi qui s'appelle la constitution. كانوا يسمعوا la constitution ما يعرفوش c'est quoi. Donc les gens discutent des dispositions de cette constitution. Maintenant, les gens commencent à discuter de ces amendements. Il y a maintenant le mouvement de la gauche en Algérie qui est en train de se redéployer pour dire, écoutez, ça me fait beaucoup de plaisir d'entendre beaucoup de partis de gauche dire on est contre que l'armée sorte des frontières. C'est contre les principes des fondements de l'État de l'Algérie. Ça touche à la doctrine même de l'État de l'Algérie. L'armée algérienne ne doit jamais sortir en dehors des frontières pour aller se battre. C'est même contre les valeurs défendues depuis des milliers d'années par les Amazirs en général. Exactement. Les peuples Amazirs, enfin, 95% des Nord-Africains sont des Amazirs, qu'ils le veuillent ou pas, doivent savoir glisser des valeurs qu'on a toujours défendues, en tant qu'Amazirs, même on a été une puissance énorme, on faisait peur à tout le monde, mais jamais ça a toujours été notre force en tant qu'Amazirs. Voilà. Donc c'est contre nature de vouloir changer ça. Ouais, c'est grave, c'est pas seulement contre nature, c'est très grave. Moi je dis que ça va constituer, là je considère ça comme une haute trahison. Je peux qualifier ça comme haute, et tu vas voir, le premier chantier, ça sera la Libye. راح يبعثوا العسكر ليبيا ويقول لك انا راح نديروا السلم. Et tu penses que كي يروح العسكر ليبيا les Libyens il va aller en Libye pour faire quoi? Pour dire à tout le monde que vous avez raison. Il va aller en Libye pour dire que je soutiens tel groupe contre tel autre groupe. Et l'autre groupe, il ne va pas se croiser les bras. Il va lui aussi faire appel à des armées. شفت la Turquie la dernière fois, جاب السلاح تاعو جاي يجري. Et l'Arabie Saoudite et les Émirats, ils sont là pour financer. وهما يحبوا بزاف هذا الخلاط هذا. Ou la dernière fois, qui تلمدوا les pays du Golfe, qui راهم, à part je crois qu'il y avait que Oman, le sultanat d'Oman, connu toujours pour être neutre dans tous les conflits internationaux, mais les autres pays, تفاهموا على اليمن, ils sont allés lui casser la gueule, le Yémen. Et quand تسمعهم, كل واحد عنده الحق. Mais là où je ne suis pas d'accord, moi, c'est que maintenant, l'option, c'est d'aller dire j'ai raison et je vais faire valoir mes arguments par la force. Et donc, ça sera régler les problèmes par les moyens militaires au lieu de les régler par les moyens pacifiques. Donc, voilà le drame où il se situe. Maître, donc, on a la fin de notre interview. Donc, est-ce que c'est possible d'atteindre un dernier mot d'espoir? Les gens qui nous écoutent, الناس اللي يسمعوا فينا تقول لنا يعني حاجه يرد l'espoir للناس باش يعرفوا بلي. L'espoir, c'est le Hirak, c'est la révolution. Quand on est en révolution, on est dans un esprit de rupture. Et la conscience collective qui s'est constituée pour dire que on veut pas de ce régime. Elle est en train, cette même conscience, elle est en train de comprendre que le changement du régime ne va pas se faire
avec le consentement de ce même régime. Il faut qu'il se fasse malgré lui, par un rapport de force favorable au changement. Et donc, il va se faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais peut-être qu'on ne va pas assister. Notre devoir, c'est que cette résistance et cette force du Hirak révolutionnaire, notre devoir maintenant, c'est qu'elle reste et qu'elle se développe et qu'on la transmette à d'autres et que ce changement arrive. Mais qu'est-ce dans l'histoire? Mais qu'est-ce dans l'histoire? Une révolution qui a prononcé la rupture et qui après est revenue. Mais qu'est-ce? Quand c'est la rupture, c'est la rupture. Ouais. Après, elle va aboutir. On va réaliser les objectifs. Le temps joue pour nous. C'est le régime qui est dans le. C'est le régime qui est en crise. Qui est en crise. C'est pas nous. Nous, on vient de se libérer. Merci, maître. Et juste pour ajouter quelque chose à Néa, avant de couper, tant qu'on a des hommes qui m'intègrent, qui m'a Rachid Nekez, qui m'a Karim Tabou et tous les autres, il y a un espoir. On va gagner. Inch'Allah, moi, on va gagner parce qu'on a déjà gagné. Et quand on me posait la question pour me dire pourquoi, je dis cet état d'esprit, c'est le plus grand succès. Le reste, il viendra tout seul. Merci, maître. Atik Saha pour l'interview. Salam et à très bientôt. Wa alaykoum salam.